Depuis le début de la construction du Starhopper et son saut de 150 mètres du 27 août 2019, le Starship fait très souvent parler de lui. Et c'est assez normal. Le projet de SpaceX est tout simplement hors norme. Que ce soit pour sa couverture médiatique ou son originalité, le projet Starship n'a pas grand-chose en commun avec d'autres lanceurs comme Ariane 6 ou Vulcan. Même si une grande quantité d'images et d'informations sur leur développement est très facilement accessible, SpaceX mise surtout sur une excellente communication. Et elle porte ses fruits. Que vous soyez grand amateur de conquête spatiale ou que vous vous y intéressez de loin, vous avez très probablement déjà lu ou entendu le nom du Starship ou de SpaceX. Le Starship est donc très souvent sur le devant de la scène, et c'est normal. Il est le premier élément du couple Starship Super Heavy développé par SpaceX et donc le premier à voler et à attirer l'attention. Pourtant, un peu plus dans l'ombre, un véhicule encore plus grand est en préparation. On en parle après le générique. Il est probablement inutile de le rappeler, mais le Starship est un second étage. Cela signifie qu'il ne lancera pas de charge seul et qu'il nécessite un premier étage pour le propulser avant de terminer sa mise en orbite seul. Pour mieux comprendre l'idée générale, on peut comparer avec le profil de vol d'une Falcon 9, mais notez que ce que je vais dire ici vaut pour n'importe quel lanceur, même si celui-ci utilise 3 ou 4 étages. Mais d'abord, il va falloir faire un peu de mécanique spatiale. Promis, je vais essayer de rester clair. Toutefois, si un détail vous échappe, je me ferai une joie de vous répondre en commentaire. Pour mettre une charge utile en orbite, vous n'ignorez certainement pas qu'il faut une certaine vitesse. Environ 28 000 km/h pour l'orbite basse, située en dessous de 2000 km. À une altitude plus élevée, la vitesse de la charge est, assez contre-intuitivement, un peu plus lente. Ainsi, en orbite géostationnaire, à 36 000 km d'altitude, la vitesse ne sera plus que de 11 052 km/h. Cependant, il ne faut pas s'imaginer que l'orbite géostationnaire est plus simple à atteindre. Étant plus haute, il faudra plus d'accélération pour monter plus haut et rejoindre l'orbite. Pour ceux qui se demandent, l'orbite géostationnaire correspond tout simplement à une orbite synchronisée avec la rotation de la Terre, qui fait qu'un satellite restera toujours au-dessus du même point sur Terre. Cette orbite est notamment utilisée pour les satellites GPS et pour la rejoindre, on utilise généralement une orbite de transfert géostationnaire qui part d'une orbite basse vers la géostationnaire. Le rouge correspond à une dernière accélération qui augmente la vitesse du véhicule pour circulariser son orbite. Et oui, la charge utile doit accélérer pour atteindre une orbite plus lente. Ne l'oublions pas, l'attraction de la Terre fait qu'un objet qui s'en éloigne va progressivement ralentir. C'est pourquoi il faut accélérer suffisamment pour atteindre l'orbite désirée. Pour résumer rapidement, un objet est en orbite quand il est suffisamment rapide pour que la courbure de la Terre se dérobe sous lui en même temps qu'il avance. Ainsi, l'objet tombe continuellement vers la Terre sans pour autant rattraper le sol. Pour atteindre ces vitesses, un lanceur doit donc fournir une vitesse importante à sa charge utile, et encore plus pour aller vers la Lune ou Mars par exemple. Pour atteindre ces vitesses, il est quasiment impossible d'utiliser un étage seul. Dès lors, on comprend qu'un lanceur à un seul étage est quasiment impossible. N'oubliez pas que, pour décoller, un lanceur doit avoir assez de puissance pour propulser son carburant pas encore utilisé, le poids de sa structure et celui de ses étages et de sa charge utile qui ne représente souvent qu'une fraction de sa masse totale. Dès lors, on comprend qu'un lanceur à un seul étage est quasiment impossible.
Pour régler ce problème, limiter la taille et augmenter l'efficacité d'un lanceur, et aussi réduire les coûts, tous les lanceurs spatiaux utilisent des étages. Il serait tout simplement impossible d'avoir des moteurs suffisamment efficaces pour mettre plusieurs tonnes en orbite avec un seul étage. De plus, celui-ci devrait être bien trop grand et lourd et pourrait s'effondrer sous son propre poids. En résumé, un lanceur orbital à un seul étage est à la fois compliqué à réaliser, inutile, cher et peu efficace. Mieux vaut donc diviser les étages et augmenter l'efficacité en se débarrassant de réservoirs vides et d'utiliser des moteurs dédiés à l'espace bien plus efficaces. Car, là aussi, un moteur efficace et ayant une tuyère adaptée au sol est également peu efficace dans l'espace et inversement. C'est pour ça que le Starship utilisera deux sortes de moteurs. 3 Raptor Vacuum et 3 Raptor normaux dédiés à l'atmosphère. Les moteurs sont sensiblement identiques, mais la forme de leur tuyère, elle, change. En parlant d'étages, la Falcon 9 en utilise un seul, mais la Saturn V qui lança Apollo, elle, en utilisait 3 pour envoyer le train lunaire vers la Lune. Ainsi, après avoir fait une majeure partie du travail et envoyé le second étage hors de l'atmosphère, le second étage prend le relais pour terminer de placer la charge utile en orbite. Et il en sera de même pour le Starship, qui utilisera un premier étage de 72 mètres de haut pour 9 mètres de large. Si le Starship serait, en théorie, capable d'atteindre l'orbite basse, il devrait en revanche sacrifier tout ce qui lui sert pour sa réentrée et également se passer de vraies charges utiles. Pour mettre ces 100 tonnes de charges utiles en orbite, il comptera donc sur le premier étage Super Heavy. On peut, éventuellement, comparer l'architecture du Super Heavy au premier étage des Falcon 9. La Falcon 9, du moins son premier étage, fait 47 mètres de hauteur et 3,7 de diamètre pour 25,6 tonnes à vide et 420 tonnes une fois remplie de carburant. Elle est également équipée de 4 ailerons rétractables de 3 mètres et de 4 pieds d'atterrissage. Super Heavy devrait, lui, compter sur 28 moteurs Raptor qui remplaceront les 9 Merlin des Falcon 9. Les moteurs Raptor utilisent un mélange d'oxygène liquide et de méthane liquide. Les moteurs Merlin, la Falcon 9 en utilise 9 pour son premier étage et 1 pour son second, eux, utilisent un mélange de kérosène et d'oxygène liquide. Comparer Super Heavy au Falcon 9 est donc assez audacieux. Ils n'utilisent pas les mêmes moteurs, carburant, pieds d'atterrissage et ont des tailles et masses sensiblement différentes. On passe de 420 à 3600 tonnes une fois remplie de carburant. Ainsi, si la Falcon 9 peut placer 22,8 tonnes en orbite basse, le couple Starship Super Heavy vise, lui, les 100 tonnes. Mais ce qui diffère encore entre Super Heavy et Falcon 9, c'est que celui-ci utilisera 6 ailerons en grille de 5 mètres de long et 6 pieds d'atterrissage. En revanche, ceux-ci sembleraient non rétractables. Ainsi, pour faciliter la récupération et se passer des pieds, Elon Musk a annoncé récemment vouloir utiliser une sorte de paire de bras robotique pour attraper le Starship au moment de son atterrissage quand il est encore au-dessus du sol. Si cette possibilité est très spectaculaire, il faut cependant rester lucide. Les risques d'accident avec une installation aussi singulière, on va dire, sont extrêmement élevés et il faudrait au Super Heavy une précision à l'atterrissage de l'ordre du mètre. Du côté de sa construction aussi, les choses avancent. Les premières sections sont en cours d'assemblage et Elon Musk espère un vol, je cite, d'ici quelques mois. Vous aurez donc encore l'occasion de manger beaucoup de bananes avant ce vol, surtout connaissant la précision d'Elon Musk quant au délai. Cependant, Super Heavy devrait être plus rapide à développer. Beaucoup de techniques d'assemblage, notamment au niveau des réservoirs qui avaient posé problème pendant le développement du Starship, ne devraient plus poser problème aujourd'hui. Il y a donc fort à parier pour que nous puissions voir voler un Super Heavy, avec 3 moteurs Raptor pour un premier vol, avant la fin de l'année. Car il ne faut pas l'oublier,
si le Starship est plus médiatisé, le véritable monstre de puissance, c'est Super Heavy. On parle de 28 moteurs contre 6, 3 pour l'espace et 3 pour l'atmosphère, et de 3580 tonnes contre 1320 une fois rempli de carburant. Le poids de Super Heavy est ainsi quasiment le double. Le poids de Super Heavy est ainsi plus du double de celui du Starship. De plus, Starship est haut de 50 mètres, là où Super Heavy est haut de 72. Dans tous les cas, ce programme sera extrêmement intéressant à suivre, et c'est ce que l'on continuera de faire sur cette chaîne. En attendant, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, partager et à vous abonner. Vous pouvez également venir faire un petit tour dans les commentaires. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne année à tous, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.